Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information. L'actualité, ce 15 octobre 2015, l'actualité d'abord nationale, avec l'arrivée il y a quelques minutes, en cette début de soirée dans la ville de Kinshasa, l'arrivée du président sud-africain Jacob Zuma. Et nous parlerons également de la santé avec la célébration de la journée mondiale du lavage de mains. La République démocratique du Congo a choisi comme thème lavage de mains, zéro microbe, est aussi célébrée toujours ce 15 octobre, la journée de la canne blanche. Les aveugles de Lubumbashi ont marché ce jeudi. Ils ont organisé donc une marche sur les artères de Lubumbashi pour réclamer plus de justice sociale et dire non à la discrimination. Et je vous lisais donc en début de ce journal que l'actualité ce jeudi, elle est d'abord nationale avec l'arrivée en début de cette soirée dans la ville de Kinshasa, l'arrivée du président sud-africain. À son arrivée à l'aéroport international de Njili, Jacob Zuma a été accueilli par le ministre national des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Jacob Zuma, il faut le dire, est à la tête d'une forte délégation gouvernementale sud-africaine et également d'hommes d'affaires. Et pendant son séjour, il sera de question de relations bilatérales entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo et surtout du projet INGA que la République sud-africaine compte financer dans les jours à venir. La République démocratique du Congo se dote d'un arsenal juridique pour lutter contre la corruption. C'est une loi qui a été votée hier 14 octobre 2015 au Sénat congolais. Diane Kassongo nous présente cette convention ratifiée à l'Union africaine. Suivez. Juridique. Pour lutter efficacement contre la corruption, la République démocratique du Congo se dote des instruments juridiques. C'est par exemple le projet de loi sur la lutte contre la corruption. Actuellement, plusieurs secteurs, pour ne pas dire tous les secteurs de la vie nationale en RDC, sont affectés par ce fléau. Dans la fonction publique, par exemple. Pour mieux vivre, les fonctionnaires se distinguent dans le trafic des documents et des biens domaniaux. Dans le transport, les chauffeurs de taxi payent régulièrement des taxes ou des pourboires, des pertes sur les revenus des chauffeurs qui les récupèrent aussi autrement. Un économiste estime qu'environ 55% des recettes échappent au trésor congolais à cause de la fraude fiscale. Un manque à gagner estimé à 12% du produit intérieur brut du pays. Et dans les industries extractives, les statistiques révèlent qu'environ 40% des ressources s'évaporent dans les flux illégaux. Pour diminuer la corruption dans tous les secteurs, il faudrait améliorer les conditions de vie du Congolais, notamment en récupérant toutes ces recettes qui s'envolent dans l'informel, et ce, en maîtrisant les effectifs et la qualité des agents, en dégageant des économies susceptibles de financer la motivation des agents. Aussi, il convient d'éviter les condamnations arbitraires et de dénier la justice au profit du pouvoir ou des relations amicales. Et pour une parfaite éradication de la corruption, il faudrait des sanctions exemplaires et sans complaisance pour les acteurs de la corruption. Et contrairement aux autres marchés de la ville de Lubumbashi, le marché Musée Laurent Désiré Kabila est géré directement par la mairie de la ville. Et suite à l'inquiétude des marchands par rapport à l'atmosphère politique actuelle, eh bien l'administrateur du marché a réuni les marchands pour leur rappeler que le marché est apolitique. Maurice Mazel. Le marché Musée Laurent Désiré Kabila a un statut particulier différent des marchés centraux de Lubumbashi. Ce lieu de négoce est une entreprise de la mairie de Lubumbashi. 100 agents de l'hôtel de ville travaillent au sein du marché Musée Laurent Désiré Kabila. L'administrateur du marché, Musée Laurent Désiré Kabila, a pris la résolution de convoquer la réunion à l'intention des chefs de rayon et des membres du comité de gestion pour les inviter à protéger ce patrimoine public. Il a en outre souligné que le marché Musée Laurent Désiré Kabila est un lieu apolitique. Par conséquent, peu importe la marche du pays par rapport au paysage politique, les marchandes et marchands sont priés de ne pas céder aux sollicitations des politiques. Au cours de la réunion, l'administrateur du marché Musée Laurent Désiré Kabila, Serge Chilem, a demandé au chef des rayons de veiller à l'encadrement des marchandes et marchands. En outre, il a beaucoup insisté sur le maintien de la salubrité pendant la saison de pluie qui a déjà commencé.
L'entreprise Tenke-Fungurume Mining a reçu un prix, le prix ISO. Il s'agit d'un prix qui récompense TFM pour la gestion et le respect de l'environnement dans sa concession durant l'année 2012. Je vous propose ce reportage de Rufin Kibambe et Etienne Ilunga. Dans son programme de gestion environnementale, Tenke-Fungurume Mining s'est engagé à améliorer d'une manière continue les pratiques environnementales dans sa zone d'opération. 5 éléments importants de l'environnement ont été ciblés et des gros efforts ont été consentis. C'est entre autres la gestion de la qualité de l'air et des bruits, la gestion des eaux des ruissellements et celles souterraines, la gestion des déchets, la conservation du sol et de la biodiversité. Dans le plan de gestion des déchets, nous avons prévu aussi dans les études d'impact environnemental de 2007 pour TFM, nous avons prévu aussi le traitement de déchets. Dans ce traitement-là de déchets, il y a aussi les huiles usagées qui doivent être traitées. Un engagement qui lui a valu en 2012 les mérites des institutions environnementales au monde pour 3 ans à travers ISO 14001, dans le but de toujours répondre aux exigences des références mondiales reconnues en environnement. Tenke-Fungurume Mining s'est fait auditer par une institution internationale de certification. Cet audit a pour objectif de nous réévaluer pour déterminer si nous continuons à mériter le certificat ISO. On vérifie sur le terrain nos pratiques, les pratiques des employés et tout ce que nous avons mis en place pour arriver à prévenir la pollution. Une révision qui permettra sans doute à TFM de réobtenir ISO 14001, la norme des systèmes de management environnemental la plus reconnue au monde. Un deuxième mérite qui fera de Tenke-Fungurume Mining l'une des entreprises congolaises reconnues au monde pour le respect de l'environnement. Et chaque 15e jour du mois d'octobre est célébrée la journée internationale de la canne blanche. Et à Lubumbashi, les personnes aveugles ont organisé une marche à travers différentes avenues de Lubumbashi pour réclamer un peu plus de justice sociale et surtout dire non à la discrimination. Un reportage de Diane Kassongo, Ben Kaimbe, Séverin Katamba. Non à la discrimination et à l'injustice sociale. C'est ce qu'on pouvait lire sur les calicots portés par les aveugles. Cette marche est partie de la mairie de Lubumbashi où cette catégorie de personnes, tout âge confondu, s'est donné rendez-vous. Sous l'animation de la fanfare de la mairie, les défilants ont emprunté les avenues Mouepou, Sendwe, la chaussée Mzé Laurent Désiré Kabila pour chuter vers le centre Nourou de Kamalondo. Ces malvoyants ont profité de cette manifestation pour faire un plaidoyer sur la marginalisation dont ils sont souvent victimes. Nous avons aujourd'hui les avocats qui sont aveugles, nous avons les enseignants, nous avons toute catégorie d'intellectuels qui sont quand même aveugles et les journalistes, comme mon cas ici, moi je suis journaliste de formation et je travaille dans mon précieux domaine. Alors, pour les autres qui n'ont pas l'occasion ou la chance de passer par le banc de l'école, je leur ai dit qu'il n'est pas encore tard. C'est par des pas de danse que s'est clôturée cette célébration de la journée de la canne dans la capitale cuprifère. Et la femme rurale est également à l'honneur ce 15 octobre, mais sa situation, il faut le dire, est loin de s'améliorer en Afrique et même en République démocratique du Congo. Cette femme a du mal à s'autonomiser, pas d'infrastructure de base à sa portée et aucun encadrement dans le financement de petits projets, même dans les coopératives. Maurice Mazel. Dans les milieux ruraux, la femme joue un rôle important pour le maintien de son ménage. Le poids de la tradition responsabilise la femme dans plusieurs secteurs de la vie. Pour scolariser ses enfants, pour les nourrir et pour subvenir aux multiples besoins de la famille, la femme rurale s'occupe des travaux de champ. Elle s'adonne à l'élevage de la petite volaille et du petit bétail. De nos jours, quelques organisations non gouvernementales dont la thématique a pour vocation d'encadrer la femme rurale la conscientisent pour qu'elle évolue au sein d'un groupe. L'autonomisation de la femme rurale est un défi majeur pour les gouvernements africains afin de permettre à cette dernière de résoudre les problèmes et les besoins de la famille. Quand la récolte a lieu, occasionnellement, la femme rurale écoule ses produits de champ.
Quand elle totalise plusieurs têtes de volaille ou du petit élevage, elle est capable de faire ses économies. Quand la conjoncture est difficile, cette femme parvient à résoudre les difficultés parce qu'elle a la bas secours. Lavage de mains, zéro microbe. Eh bien, c'est le thème choisi cette année par la République démocratique du Congo pour célébrer la journée du lavage de mains, une journée pour lutter contre les maladies liées aux mains sales. Mais comment garder les mains propres et cela en permanence? Sachez que quelques familles et encore dans les écoles l'on tente de s'organiser. Un reportage de Jetchala et Richard Chimba. Le lavage de mains dans les institutions scolaires dépend d'une école à une autre. Dans certaines écoles, ce sont les lavabos qui sont utilisés. Après avoir lavé les mains au savon, c'est à l'aide d'un essuie-mains que les enfants sèchent les mains. Ici chez nous avons un peu d'élèves et nous avons deux toilettes dans lesquelles nous avons aussi des lavabos. Donc chaque enfant, on a initié aux enfants de faire après le besoin de laver le main avec le savon et après essuyer le main. Après quelques temps, c'est chaque élève qui se débrouille pour laver le main. Il termine ses besoins et après il prend le savon, il ouvre le robinet et après il lave ses mains. C'est pour garder un peu la propriété qui construit aussi à une bonne santé. C'est dans ce sens-là. Et avant aussi de manger, ils le font. Après avoir mangé, ils lavent le main. Dans d'autres écoles, par contre, c'est à l'aide de l'eau placée dans différents récipients que les élèves procèdent à cette pratique. Il est recommandé de frotter les mains à l'eau coulante pendant au moins 1 minute avec du savon ou de la cendre, puis laisser sécher. Il faut également laver les mains avant chaque repas, après avoir utilisé les installations sanitaires et après avoir changé les couches du bébé. Sur un tout autre registre, sachez qu'il y a plus de 3 semaines que la cité Caravia n'est plus desservie en énergie électrique, une situation qui fait suite à un incendie survenu dans la cabine de ce quartier. Pour la population, eh bien, le dossier constitué de l'état de besoin traîne encore dans le bureau de la SNEL. Un reportage de Lumière Moussaou et Félix Kalombo. Une bonne partie de la cité Caravia est dans le noir depuis près d'1 mois maintenant. Depuis l'incendie qui s'est déclaré au transformateur de ce quartier, la panne persiste. Les câbles dénudés sont visibles et pendent, une situation qui ralentit les activités de ce coin. Le petit commerce tourne au ralenti. Les ménagères, elles, ne savent plus faire leurs provisions. Les agents de la SNEL bricolent trop dans le quartier. Maintenant, il n'y a plus de courant. Ils ont promis qu'ils viendront arranger. Jusque-là, rien ne fait. Ici, maintenant, là, on n'a pas du courant, mais il y a beaucoup de taxes qu'ils demandent. On est censé payer beaucoup d'histoires. Ils demandent l'assurance incendie. Pendant que ça brûlait ici, ils ne sont même pas en mesure de payer les câbles électriques, mais ils demandent l'argent pour l'assurance incendie. Malgré les cotisations, les habitants de la cité Caravia sont dans le noir. Joint au téléphone, le responsable de ce service a déclaré déjà avoir fait son rapport. Le dossier constitué d'un état de besoin en câble serait déjà sur la table de la hiérarchie. La balle est donc dans leur camp. Combien de temps encore la cité Caravia et l'hôpital du Cinquantenaire resteront dans le noir? Personne ne le sait. Nous allons parler actualité en dehors de nos frontières nationales. Nous allons d'abord en Belgique où un sommet a été organisé par l'Union européenne, un sommet qui table encore sur la situation des migrants. Et sachez également qu'au Mali, 3 soldats français sont morts dans le nord à proximité de Kidal. Un condensé de cette actualité qui nous est proposé par Léo Magloire Monga. Un nouveau sommet sur les questions migratoires s'est ouvert ce jeudi à Bruxelles. 28 chefs d'État et des gouvernements y prennent part. Depuis le début de l'année en cours, l'on a dénombré plus de 700 000 migrants ayant traversé les frontières. Des nouvelles mesures seront prises, notamment sur le rôle de la Turquie. Et selon François Hollande, les réfugiés qui sont dans les camps doivent y rester. Et la Turquie doit éviter qu'il y ait des trafics et des tragédies supplémentaires. De son côté, la chancelière allemande était face aux députés pour leur demander d'être solidaires sur cette question des migrants. Son pays, l'Allemagne, attend plus d'1 million d'immigrants sur son sol. Et puis 3 soldats français ont trouvé la mort cette semaine au Mali. C'était après avoir sauté sur une mine. Ça s'est déroulé dans le nord du pays, non loin de Kidal. Ils étaient en mission dans ce pays pour le compte de l'opération dénommée Barkhane.
Le retrait des forces américaines en Afghanistan est suspendu, l'annonce est de la Maison-Blanche. Plus de 5000 militaires vont devoir rester dans ce pays jusqu'après l'année 2017. Et en Israël, la journée de ce jeudi, on a observé un calme relatif, une première depuis 15 jours. Les policiers ont été postés partout, surtout à Tel Aviv et à Jérusalem, où le statut de l'esplanade des mosquées, qui fait débat, était encore à la une. Jérusalem, qui est un lieu saint, abritant les sièges de 3 religions monothéistes, notamment les mosquées des musulmans qui se comptent par dizaines à travers cette ville, où les chrétiens vivent aussi en nombre considérable. Les 2 religions vivent depuis des siècles à couteau tiré, avec comme pomme de discorde le contrôle des lieux saints. Mesdames et messieurs, nous allons parler sport. À présent, il s'agit de la 5e journée de la Ligue nationale de football, zone centre-sud. Cette 5e journée qui a vécu ce jeudi en Boujmaï, Océan Pacifique a battu l'AS Bantou en 1-0 et Sangabalende s'est défait de New Soger par 2-0 à Lubumbashi. Le premier match du jour entre la jeunesse sportive Groupe Bazano et l'US Chinkunku, eh bien, ce match n'a pas eu lieu suite à l'absence sur le terrain de l'équipe de Kananga. Et le dernier match entre Lupopo et Don Bosco s'est soldé sur une note de nul vierge. Un reportage de Jean-Marc Kassonga. Lupopo Don Bosco, une rencontre aux couleurs africaines qui se termine par un nul blanc de 0 but partout, en dépit de plusieurs occasions dans les 2 camps. La franche occasion de la première période est pour Don Bosco, et c'est là, à la 45e minute. Landou Mieti trouve à Lubagayoko en pleine course. Le contrôle du Malien est long. La balle sur son mauvais pied et sa frappe est dévissée. 0-0 score à la pause. Une pause que les arbitres vont passer sur les terrains. En deuxième période, Lupopo est dominateur et exploite les côtés gauche des Salésiens, tenus par Djoukelekeni, auteur d'une prestation en dessous de la moyenne. C'est d'ailleurs sur ces côtés que Mugalou va opérer un forcing, déposant son défenseur. Malheureusement, son centre passe devant tout le monde. À la 75e minute, Don Bosco s'est créé sa 2e franche occasion du match. Le coup franc d'Hervé Kamba trouve la tête d'Onedi Kakatako. Le but est invalidé pour une bousculade dans la surface de réparation. L'ancien défenseur de Lupopo devra encore patienter pour célébrer son premier but contre son ancien club. Les dernières occasions sont pour les Viettes. D'abord, à la 78e minute, sur ses centres en retrait, Konga ne cadre pas. Et à la 83e minute, c'est Ibrahim Munkoro qui va sauver Don Bosco sur cette tête d'héritier. 0-0, score final, un autre match nul aligné par les Salésiens de Don Bosco. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition sur Nyota Télévision. Je vous rappelle que la une de l'actualité ce 15 octobre 2015, il est d'abord national avec l'arrivée en début de soirée à Kinshasa du président sud-africain Jacob Zuma. Jacob Zuma qui a été accueilli à son arrivée à Kinshasa par le ministre national des Affaires étrangères Raymond Tchibanda. Et nous avons également parlé santé, c'est avec la célébration ce 15 octobre de la journée mondiale du lavage de mains. La RDC a choisi comme thème lavage de mains, 0 microbe. Et aussi célébrer toujours ce jeudi la journée de la canne blanche des aveugles de Lubumbashi. À cette